Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau du Club Politique tous les lundis soirs à 22 h sur Le Figaro TV, canal 34 de la TNT et sur le site du Figaro. Alors de quoi va-t-on parler ce soir? Eh bien on va débriefer ce week-end très politique avec une multitude de rassemblements. Marine Le Pen aux Invalides, Gabriel Attal à Saint-Denis et puis la gauche qui était réunie place de la République. Il y avait un petit goût de présidentielle ce week-end, mais est-ce que les Français ont vraiment la tête à cela? On en débattra avec nos invités et puis on parlera aussi d'écologie et des ZFE, les fameuses zones à faible émission qui sont au cœur des débats parlementaires cette semaine. Et on terminera comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de griffe de la semaine. A tout de suite sur le plateau du Club Politique. Alors j'accueille ce soir Célestine Gentilhomme, qui est journaliste au service politique du Figaro. Nous avons 3 journalistes du service politique. Richard Flurin, qui suit l'actualité de la gauche donc, au service politique. Et puis Louis Osalter, qui a la chance de couvrir l'activité du président de la République, Emmanuel Macron, et qui nous accompagne aussi ce soir. Et puis notre invité spécial, il s'agit de Dominique Régnier, que vous connaissez tous au Figaro, professeur à Sciences Po et directeur de la Fondapol. Vous avez sorti eh bien, il y a quelques semaines une note sur les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie qui est disponible sur le site de la Fondapol. Merci d'être présent ce soir sur le plateau du Figaro TV. On va commencer évidemment par parler de ce rassemblement des soutiens de Marine Le Pen dimanche près des Invalides, avec une question centrale: comment entretenir la flamme chez les sympathisants du RN, alors que Marine Le Pen vient d'être condamnée, on le sait tous, d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. C'est un vrai défi pour la patronne du RN qui a dit hier « Je ne lâcherai rien, je me battrai jusqu'au bout », alors que le trou de souris qui lui permettrait de se présenter à la présidentielle ressemble de plus en plus à un trou d'aiguille. Louis Osalter, est-ce qu'il a la raison de s'accrocher comme ça, coûte que coûte, à sa candidature? C'est compliqué, ça devient compliqué, notamment parce que la mobilisation d'hier, place Vauban à Paris, n'a pas fait le plein, loin de là. On n'a pas vu des images d'une place remplie. C'était difficile pour le RN de remplir cette place. Sociologiquement, c'est un électorat qui est très peu parisien, qui est très peu dans les grandes métropoles, qui est assez populaire. C'est plus compliqué de remplir en quelques jours une place parisienne avec toute la logistique que ça suppose quand on est le Rassemblement national que quand on est la droite traditionnelle. On se souvient du meeting de François Fillon au Trocadéro, quand on est la gauche qui a manifesté place de la République et qui est habituée à ce type de manifestation et à ce lieu. C'était un défi compliqué, il n'a pas été relevé, ça a été un échec en termes de mobilisation. Et puis plus intéressant, il y a ce que disent les sondages, il y a ce que dit l'opinion. On ne voit pas un unanimisme des sympathisants de Marine Le Pen, des sympathisants du Rassemblement national pour contester la décision de justice. Ça semble plus compliqué, plus mitigé que ça, vu ce qui ressort des sondages, et puis vu ce qu'a donné cette mobilisation hier. Donc le discours de Marine Le Pen, effectivement, il était très offensif hier sur la place, quand elle disait « je ne lâcherai rien » et qu'elle allait contester cette décision de justice en parlant de décision politique. Pour autant, elle risque de se retrouver dans un corner parce que tout le monde l'a bien compris, et au sein du Rassemblement national, les éléments de langage sont passés de ne pas parler d'un plan B, évidemment, comme Bardella. C'est-à-dire qu'elle se refuse à envisager pour l'instant un autre scénario que celui du maintien de sa candidature. Elle qui s'est toujours définie comme la candidate naturelle du Rassemblement national, ce qui en fait balayait complètement le débat sur un éventuel choix du candidat dans ce parti, ce qui s'était jamais posé depuis que des Le Pen ont fondé pour diriger ce parti. Ce scénario, elle ne veut pas l'envisager, au risque de se retrouver dans une impasse si son inéligibilité est confirmée. On va y revenir. En attendant, vous avez en effet parlé de ces mots de décision politique qui ont été employés par Marine Le Pen hier. On écoute un extrait de son discours. Il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. C'est pourquoi j'affirme que cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Alors que ce soit clair, nous ne mettons pas toute la justice dans le même sac. Nous n'oublions pas qu'il y a des juges exemplaires qui font leur travail avec impartialité, respect des justiciables et souci du droit.
Dominique Régnier, pour François Bayrou, il n'est, je cite, ni sain ni souhaitable d'organiser un rassemblement pour critiquer une décision de justice. Est-ce qu'on assiste à une forme de dérive illibérale chez Marine Le Pen quand on entend son discours d'hier, selon vous? Non, moi je trouve ça excessif comme réaction, même celle du Premier ministre. Et j'ai cherché dans ma petite tête, j'ai pas trouvé les raisons pour lesquelles on ne critiquerait pas une décision de la justice. Je ne vois pas. Il n'y a pas d'infaillibilité du juge. Il n'est pas au-dessus des lois ou du jugement public. Ce sont des femmes et des hommes qui appliquent, dans des conditions souvent difficiles, un arsenal législatif qui lui-même est parfois mal pensé, qui n'a pas anticipé ses conséquences. C'est le cas pour l'exécution provisoire. C'est vraiment une mauvaise loi dont on voit aujourd'hui les effets puissants et problématiques. Et donc, je trouve ça, moi, tout à fait naturel de critiquer une décision de justice. Le problème, ce serait de s'y opposer, de s'interposer. C'est tout de même... on était plus proche, c'est pas pour aller de l'autre côté, c'est un exemple qu'on a tous en tête, on était plus proche du problème illibéral quand Jean-Luc Mélenchon s'interposait pour empêcher la perquisition menée par des magistrats... La République, c'est moi. ...dans les locaux de son parti. Ça, c'était quand même extrêmement grave, parce qu'il faut laisser la justice travailler. Il ne faut pas menacer les magistrats, il faut laisser la justice travailler. Mais on peut discuter ensuite, on peut délibérer. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit pénal, et je me donne le droit de dire qu'à certains aspects, dans les motivations du jugement, il y a des choses qui me paraissent illisibles, incompréhensibles ou irrecevables même. Heureusement qu'on le peut. Ouais. Célestine Gentilhomme, évidemment, les adversaires de Marine Le Pen ont voulu faire le lien avec ce qui s'est passé aux États-Unis au moment du Capitole. On se souvient de ces images qui avaient marqué l'opinion après la défaite de Donald Trump. Est-ce qu'il y a justement un risque de trumpisation de Marine Le Pen qui peut être alimenté par Donald Trump lui-même, puisqu'il a apporté son soutien à Marine Le Pen, avec Elon Musk d'ailleurs, la semaine dernière. Est-ce que c'est ça le risque pour Marine Le Pen aujourd'hui ? Il y a forcément un risque. Après, Marine Le Pen n'aime pas vraiment être comparée à Donald Trump. Elle n'a eu de cesse, en tout cas, de vouloir faire taire son bruit et sa fureur depuis le Capitole, justement. Elle ne l'a plus soutenu, ou du moins de manière beaucoup moins publique. Après, ce qui est dans cette trumpisation dont les opposants accusent Marine Le Pen, ce qui est vrai, en tout cas, sans parler forcément de Donald Trump, c'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, renoue avec son discours du Front national, c'est-à-dire un discours anti-système et anti-élite. Et forcément, là-dessus, il y a un risque, non pas tellement de trumpisation, parce que déjà, Donald Trump est très impopulaire en France et le RN n'aurait aucun intérêt, en tout cas, à mimer la gestuelle américaine. Mais oui, et de fait, les images qu'on voit sont assez éloignées de ce qu'on a pu observer aux États-Unis. Après, ce qui est marrant, c'est quand on entend dans le vocabulaire, Marine Le Pen a utilisé hier l'expression de chasse aux sorcières, qui est une expression qui avait été employée par Donald Trump lui-même pour évoquer le sort de la candidate naturelle. Donc c'est vrai qu'on peut faire des parallèles, je trouve ça un peu exagéré d'une part, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure cette dédiabolisation, enfin cette rediabolisation, si on peut le dire, comme ça, ne fait pas courir le risque de perdre cet électorat de conquête de droite qui fait basculer un second tour, qui est plus modéré, ou du moins qui n'aiment pas trop le désordre, et y compris dans l'électorat du RN. Louis le disait très justement au début, aujourd'hui c'est moins un électorat de colère qu'un électorat d'adhésion. Donc cette colère, est-ce qu'on peut l'instrumentaliser jusqu'à l'été 2026, date du procès en appel, et donc se surmobiliser, Marine Le Pen ça semble un peu compliqué, mais pour Jordan Bardella, ou est-ce que ça va s'essouffler, c'est toute la question. Et effectivement, il y a un risque. Mais de trumpisation, je trouve ça peut-être un peu exagéré et facile. Pour en finir sur le rassemblement d'hier, Richard Flurin, on a entendu une comparaison qui a choqué certains dans la bouche de Marine Le Pen, qui a comparé son cas à celui de Martin Luther King. Elle s'était également comparée à Alexeï Navalny, qui était un opposant russe à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une bonne stratégie de se comparer comme ça à des résistants face à un système politique ? Est-ce que vraiment les situations sont comparables
Je ne pense pas que les situations soient comparables. Marine Le Pen fait de la politique, elle exagère un peu en l'espèce, mais je crois quand même qu'il faut dire, je rejoins parfaitement ce que vient de dire Dominique Régnier, je pense qu'il est tout à fait exagéré de parler de trumpisation, de trumpisme. On a vu le rassemblement d'hier, il a mobilisé très peu de personnes, ça c'est un point négatif pour le Rassemblement national, mais il faut se souvenir qu'il y avait aussi des craintes de débordement massif, rien de tout ça s'est passé. Et au fond, hier, Marine Le Pen n'a pas donné le spectacle d'un désordre. Je ne suis pas sûr que ce soit de nature à décourager un électorat de cadres parisiens attachés à l'ordre, puisqu'hier, elle nous a pas fourni une démonstration de désordre. Donc ça, c'est quand même important de le préciser. Après qu'elle ait pu avoir des déclarations malheureuses sur Martin Luther King, etc., peut-être. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est, au fond, Marine Le Pen fait de la politique hier, avec son grand meeting. Marine Le Pen fait de la politique, elle conteste une décision de justice, elle fait de la politique, c'est très bien. Ma question, c'est, est-ce que, quand viendra l'heure du procès, Marine Le Pen continuera à faire de la politique comme elle l'a fait en première instance, qui a motivé une partie de la décision du juge. C'est-à-dire qu'elle se présentait, ce que notre chroniqueur judiciaire Stéphane Durand-Soufflant appelait une défense d'esquive, c'est-à-dire qu'elle elle expliquait au juge comment devait fonctionner un assistant parlementaire, c'est quand même le fond de l'affaire, et le juge lui disait mais regardez la matérialité des preuves et cessez d'esquiver les questions avec cette défense d'esquive. Ma question c'est, est-ce que Marine Le Pen va changer cette stratégie au moment du procès en appel, dans un peu plus d'un an, parce que ça risque, et j'imagine qu'elle se pose la question, parce que vraiment ça a motivé la décision en première instance. Pour l'instant, elle n'en donne pas du tout les signes, elle est très offensive, mais je pense parce que c'est le temps de la politique, juste après la décision de première instance, et j'avoue que moi j'observerai avec un soin particulier quelle sera la défense de Marine Le Pen à l'été 2026 pendant son procès en appel. Dominique Régnier, un mot là-dessus, est-ce que Marine Le Pen doit faire une forme d'acte de contrition sur le sujet lors de la procédure en appel et peut-être en effet changer sa stratégie de défense. Pour l'instant, on n'observe pas du tout une orientation dans ce sens-là, puisqu'elle reste droit dans ses bottes, mais peut-être que c'est la solution pour elle. Ah ben, dans tout ce qui s'est déjà dit entre nous, moi je suis frappé par le sentiment, et cela m'étonne, que Marine Le Pen a été surprise par la décision du 31 mars. Elle ne s'y attendait pas, apparemment. Et depuis lors, tout ce qu'elle fait est à peu près raté. L'idée du rassemblement, c'était vraiment pas une bonne idée, pour les raisons que vous avez indiquées. Les comparaisons un peu ridicules avec des personnes avec lesquelles elle a peu à voir, même si c'était sympathique de sa part de le faire et de montrer qu'elle était capable d'établir un tel lien. Son discours, comme l'extrait que vous avez montré, est vraiment plus que décalé. Son argument ne tient pas. Une décision de justice, elle ne va pas dire que ce n'est pas une décision de justice. Elle peut en faire une analyse politique. Rien ne va, je trouve. Rien ne va. Le discours de Jordan Bardella, que j'ai trouvé tout à fait étonnant, qu'elle a appelé Jordan à plusieurs reprises, mais jamais Bardella. Tout ça, c'est quand même très, très significatif, je dirais, de son désarroi. Et j'espère, quand elle dit « je ne lâcherai rien », j'ajoute ça pour conclure, j'espère de son côté qu'elle va avoir une défense en droit, avec une équipe de personnes dont c'est le métier, c'est pas le mien, mais sinon c'est le métier, qui va travailler sur le fond, parler à des magistrats de droit et obtenir un résultat en droit. Parce que si c'est pour faire de la politique avec des magistrats qu'elle soupçonne de faire de la politique, là c'est perdu. Louise Alter, est-ce qu'il y a une forme de déni chez Marine Le Pen qu'on a pu observer et qu'on continue à observer? Est-ce que ça peut l'induire en erreur? Alors depuis le début, il y a un déni. Depuis le début, avant même le début du procès, les proches de Marine Le Pen ne croyaient pas à une condamnation. Ils ne s'attendaient pas à la dureté des réquisitions. Donc premier choc avec le déroulé du procès, puis le 13 novembre, lorsque le parquet fait des réquisitions extrêmement lourdes, avec ses 5 ans d'inéligibilité, appliquant par loi, les lois votées notamment après l'affaire Cahuzac. Première grande surprise au Rassemblement national, où on n'avait pas prévu que les juges n'oseraient. Ça, c'était le terme d'un proche de Marine Le Pen avant le début du procès. Ils n'oseront pas. Voilà, ils ont osé. Donc réquisition, première lame. On s'aperçoit quelques jours plus tard, Marine Le Pen fait tomber Michel Barnier. La concomitance est trop forte pour qu'on ne puisse pas établir un lien, même s'il n'y a aucun lien politique entre les deux. Mais ça a changé totalement l'attitude du RN, et ça, les membres du gouvernement Barnier l'ont constaté, que tout a changé du tout au tout après ces réquisitions. Et la deuxième lame, effectivement, elle vient de tomber, c'est la condamnation. Et ça, effectivement, le déni a été très fort parce que Marine Le Pen, ses proches, le Rassemblement national, au-delà du fond de l'affaire, en fait, ne pensaient pas que les juges oseraient
intervenir comme cela dans le calendrier politique. Parce que c'est une intervention. De fait, même si les juges ont expliqué en préalable et en rendant leur jugement que ce qui se passait dans la salle d'audience allait être traité comme tout procès quelque part, ils ne pouvaient évidemment pas ignorer les conséquences sur le calendrier politique. Et ça, Marine Le Pen ne l'avait pas imaginé. Effectivement, son système de défense n'avait pas été pensé pour essayer d'atténuer sa peine, d'atténuer les charges, puisqu'elle a contesté en bloc vraiment la matérialité des faits. C'est-à-dire, elle a expliqué qu'elle avait parfaitement le droit de payer des assistants parlementaires pour faire des graphiques au siège du parti et pas pour être à Bruxelles ou à Strasbourg avec l'eurodéputé auquel ils étaient rattachés. Toute la question maintenant, Marine Le Pen a quand même obtenu un traitement de faveur, entre guillemets, avec une décision de justice à l'été 2026, qui montre que la justice a quand même senti le vent du boulet. C'est-à-dire qu'en voyant l'émotion qui était provoquée par ça, ils lui ont donné de fait un traitement de faveur judiciaire pour rejuger l'affaire en appel. Toute la question est de savoir si effectivement elle infléchit son système de défense. Ça peut être aussi l'accélération de sa mise à mort politique. Exactement, puisque l'été 2026, elle sera fixée, et s'il y a une nouvelle condamnation, je rappelle que l'inéligibilité est automatique désormais, selon la loi, dans ce genre d'affaires. Donc, s'il y a une nouvelle condamnation, elle aura à nouveau l'inéligibilité. Toute la question est de savoir si c'est également 5 ans, si cette peine est réduite ou pas, si elle se pourvoit en cassation. Voilà, mais dans tous les cas, maintenant, effectivement, la question est de savoir si elle change son système de défense, si elle commence à faire un mea culpa pour dire... elle aurait pu plaider ça en première instance, dire on ne savait pas, nous avons une divergence, mais nous pouvons rembourser, mais maintenant on saura. Elle n'a pas fait ça, et c'est d'ailleurs ce qui permet aux juges de motiver leur décision en disant il y a un risque de récidive, puisque Marine Le Pen considère que financer son parti avec l'argent du Parlement européen, c'est possible. Pour l'instant, elle ne donne aucun signe, et c'est le sens de son discours d'hier, aucun signe de vouloir changer sa ligne de défense. Célestine Gentilhomme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème pour Marine Le Pen, qui est que une majorité de Français ne sont pas choqués par la décision du tribunal, et elle qui prône justement, qui assure être la représentante de la parole du peuple, et bien là se retrouve en confrontation avec ce que pense l'opinion sur toute cette phase, ce phénomène de moralisation de la vie politique qu'on observe depuis une bonne dizaine d'années. C'est une contradiction quand même compliquée à résoudre, une équation compliquée à résoudre pour Marine Le Pen. Ouais, la situation est un peu compliquée parce qu'en plus, au-delà de la question de moralisation de base, si on revient sur la décision de justice, on a quand même Marine Le Pen qui s'est longtemps levée contre le laxisme judiciaire, demandant l'exemplarité des peines notamment, et qui désormais tient un discours à l'opposé. Et forcément, ça fait partie aussi de toutes ces lois de moralisation qui ont été adoptées, même si là, sur le fond du dossier, ça ne tombe pas forcément sous le coup de ces lois, mais enfin, c'est sur cet aspect culturel en France qui est très précis sur le rapport des politiques à l'argent, c'est-à-dire du tous pourri, ce qu'incarnait aussi un peu Marine Le Pen dans ce sursaut de dégagisme où on disait, en fait, les partis de gouvernement, c'est tous les mêmes, ils volent tous de l'argent, etc. Donc, forcément, son parti, comme d'autres, a participé à cette exemplarité, à cette volonté de moraliser, de transparence, parfois à outrance. Et de fait, elle se retrouve un peu coincée parce qu'on a légiféré souvent sur le coup d'affaires médiatiques, de réactions fortes qui étaient attendues par le Parlement, par l'opinion publique, encore une fois. Et maintenant, ils sont un peu coincés. Parce que c'est presque impossible de revenir en arrière, puisque l'attente de l'opinion, c'est toujours plus de transparence. Et en même temps, on a fait beaucoup de lois depuis 25 ans. La confiance ne s'est pas... Il n'y a pas une restauration de la confiance entre les Français. C'est même plutôt l'inverse, à part peut-être pour les élus locaux. Exactement, donc ça n'a pas forcément fonctionné. Et surtout, on n'arrive pas, entre guillemets, à retirer ce stigmate culturel en France qui est de dire tous pourris. On peut faire des lois, on peut faire du législatif, mais dans l'imaginaire français, les politiques sont tous pourris. Alors on va passer à la seconde partie de cette émission qui est finalement un prolongement assez naturel de ce qu'on vient de se dire, puisqu'on va évoquer la question de la présidentielle. Il y avait en effet plusieurs rassemblements ce week-end, mais tout le monde a dit c'est le début de la campagne présidentielle de 2027, etc. Bon, finalement, on a plutôt eu l'impression d'un faux départ, puisqu'il n'y avait pas de grands rassemblements populaires. Et je voudrais qu'on parle, vous en avez dit un mot, Dominique Régnier, de Jordan Bardella. Comment peut-il préparer une éventuelle candidature de recours à Marine Le Pen s'il doit attendre la fin de la procédure judiciaire? Si on va en cassation, ça nous amène potentiellement à quelques semaines
avant la présidentielle. Et vous l'avez noté hier, il a été peut-être un peu mis de côté par Marine Le Pen. C'est une position très compliquée à gérer dans ce duo qui était installé au sommet du RN. Il a été mis de côté. De mon point de vue, il a essayé lui-même. Je pense que c'était une maladresse de sa part ou que ça relevait de l'inconscient. J'ai trouvé qu'il avait lui-même mis de côté Marine Le Pen. Et donc c'est un peu la situation dans laquelle ils se trouvent tous les deux, dans laquelle se trouve le parti. C'est un attelage qui était malin. Et là, ça devient une espèce de piège dans lequel ils sont enfermés, puisque Marine Le Pen ne peut pas considérer que c'est déjà le moment pour Jordan Bardella. Elle l'a d'ailleurs dit explicitement. Oui, je l'avais préparé, mais pas pour maintenant, en substance. Et lui-même ne peut pas tenter une échappée et tuer celle qui en a fait le patron du parti. Donc ils sont obligés de faire, je ne sais pas si c'est la bonne comparaison, les courses de lenteur là, en cyclisme, mais enfin, il y a quelque chose comme ça. Ils ne peuvent pas démarrer. Qui peut démarrer? Elle ne peut pas. Lui, hors de question. S'il ne démarre pas à un certain moment, il aura beau démarrer ensuite, ce sera fini. Ce sera trop tard. Le calendrier que vous avez rappelé à juste titre me paraît, moi, bien compliqué pour démarrer, si on respecte ces dates-là, cette contrainte. C'est un parti qui risque d'être prêt à se présenter quand les élections auront eu lieu. Donc là, il y a vraiment un risque considérable. Ça fait partie d'ailleurs des erreurs colossales, je trouve, de cette équipe de stratèges, de ne pas avoir anticipé ça. Et puis, je voudrais ajouter simplement, comme c'est de la politique, personne ne s'aime vraiment. La tendance est plutôt à se détester plus ou moins poliment. Donc normalement, il devrait y avoir quand même en interne l'expression de mécontentement, de dissension, voilà, c'est mon tour, écoutez, ça va bien, on ne va pas attendre, etc. Ça ne va pas être facile de tenir la machine. Louis Ozater, vous qui avez suivi également le Rassemblement national pendant plusieurs années, vous connaissez les luttes intestines qui peuvent traverser ce parti, notamment entre le numéro 1 et le numéro 2. Est-ce que c'est le risque aujourd'hui majeur pour le RN, c'est le retour de la division et des guerres de clans, des épurations, etc. Au regard de l'histoire du parti, Jordan Bardella occupe un poste maudit, puisqu'en effet, les numéros 2 du RN, de la façon la plus tragique qui soit, depuis Jean-Pierre Stirbois à l'époque de Jean-Marie Le Pen, jusqu'à Florian Philippot, liquidé à l'époque de Marine Le Pen, ont toujours mal fini. Et Jean-Marie Le Pen disait la vocation des dauphins, c'est de s'échouer. Donc voilà ce qu'il pensait des dauphins du parti. Effectivement, il y a une malédiction des numéros 2 du RN qui est liée, effectivement, qui a toujours été liée, d'une part aux concurrences de personnalités, le vizir voulant évidemment devenir calife à la place du calife, mais aussi à des différences de ligne. C'est-à-dire que dans l'affrontement très sanglant entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret portait une ligne de ce qu'on a appelé plus tard la dédiabolisation, la normalisation, la professionnalisation, l'institutionnalisation. C'était à la fin des années 90 et c'est terminé de manière sanglante. Et Jean-Marie Le Pen a évidemment sanctionné Maigret, qu'il appelait le félon, et puis ceux qui avaient fait scission avec lui et qui étaient partis. On n'en est pas du tout là dans le Rassemblement national actuel. On n'a jamais pour l'instant pris en défaut Marine Le Pen et Jordan Bardella dans leurs déclarations publiques d'une fracture, d'une grosse divergence, d'un règlement de compte à ciel ouvert. Mais il y a les entourages. Il y a les entourages qui, comme toujours en politique, font monter la température, font s'opposer les uns et les autres. Et effectivement, c'est ce qui guette le parti. C'est si Marine Le Pen persiste sur cette ligne-là, persiste à vouloir être l'unique plan de candidature du Rassemblement national à la présidentielle de 2027, tout en ayant l'épée de Damoclès de l'empêchement. Parce qu'à date, à l'heure où on se parle, elle est empêchée, elle ne peut pas se présenter. Et qu'elle empêche, qu'elle rend tabou, comme c'est le cas actuellement, l'idée d'un plan B, d'une candidature de Jordan Bardella, pourtant adoubé par tous les moyens. En tout cas, on a bien compris que c'était son héritier, son successeur, que c'était celui qu'elle avait préparé à se tenir prêt pour prendre le flambeau. Si elle empêche ce plan B, ça va effectivement alimenter des guerres d'entourage au sein du parti. Des gens vont porter la ligne du « mais qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas elle ?» Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas de manière plus sérieuse ce plan B comme Bardella? Ça guette le Rassemblement national dès aujourd'hui, compte tenu de la ligne qu'a choisie Marine Le Pen, ce qui est humain de sa part, parce qu'effectivement c'est la candidate naturelle, et puis
Rappelez-vous de ce qu'elle disait au Figaro il y a seulement quelques semaines. Elle a dit ce sera ma dernière campagne, tout à fait. 2027. Bon, elle s'est peut-être trompée du coup sur ce point-là. Peut-être que sa dernière campagne a déjà eu lieu en 2022. Mais c'est ce qu'elle disait au Figaro. Sous-entendu, ce sera Jordan Bardella en 2032. Ouais. Donc là, on voit toutes les cartes qui sont en train de se rebattre en interne. Alors, est-ce qu'on va assister en 2027 à un affrontement qu'on avait déjà observé pendant les européennes entre Jordan Bardella et Gabriel Attal? En tout cas, l'ancien Premier ministre a prononcé un discours assez offensif hier aux accents présidentiels. On va en écouter un petit extrait. Alors ensemble, soyons les visages divers de la France unie. Soyons les visages optimistes d'une France libre. Soyons les visages déterminés d'une France qui croit en l'Europe et qui ne renonce à rien. D'une France qui croit à sa grandeur et n'a jamais abandonné son désir de puissance. Mes chers amis, il y a une voie entre le statu quo et le chaos, entre le vide et l'outrance. Cette voie, c'est nous, c'est vous. Alors ensemble, battons-nous, battons-nous pour la France, battons-nous pour la démocratie, battons-nous pour la République et écrivons l'avenir. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays, parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Richard Flurin, voilà, on est sur une quasi-déclaration de candidature. Hein. Exactement, moi je dirais même on est sur une déclaration de candidature. Pour répondre à la question présidentielle 2027, c'était en tout cas dans l'esprit de Gabriel Attal hier, tout à fait le... En tout cas dans l'intonation, ça rappelle d'ailleurs un peu l'intonation qu'avait Emmanuel Macron lors de ce premier meeting. Et il faut aussi préciser, je crois qu'on ne les entend pas dans le sujet qui est passé, mais qu'il y avait des cris Attal président du début à la fin du discours, dont il semblait se féliciter par un sourire de satisfecit. Oui, moi, ce qui m'a marqué dans le discours de Gabriel Attal, c'est ces accents, je ne peux pas m'en empêcher, ces accents plus que macronistes, moi je dirais de gauche dans un certain nombre de propositions. Ce qui m'a étonné, il avait fait une interview intéressante au Point en septembre. Gabriel Attal, à un moment donné où il venait d'être débarqué d'un gouvernement par la dissolution, on ne l'entendait plus, c'était vraiment la traversée du désert qui commençait pour lui. Il n'avait pas encore récupéré le parti, mais il s'apprêtait à le faire. Et il avait expliqué qu'il avait une histoire à écrire avec les Français, je crois que c'était ça sa formule, et il avait expliqué effectivement que son positionnement politique, la question lui avait été posée, son positionnement politique, c'était le en même temps. Et donc hier, effectivement, c'était très en même temps sur les questions économiques, toujours fidèle au macronisme historique, c'est-à-dire pas de hausse d'impôts, mais sur le plan social, sociétal, des accents très de gauche, si je puis dire. Donc c'est un positionnement intéressant pour la prochaine présidentielle qui, parce que mes sujets, moi, c'est la famille de la gauche. Alors justement, j'allais vous interroger là-dessus. Je pense que ça peut être une position concurrente pour un certain nombre de candidats du centre-gauche, comme Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve. Justement, j'avais une question pour vous sur Raphaël Glucksmann, qui bénéficie de sondages plutôt positif, toute chose égale par ailleurs pour un candidat de gauche en ce moment. En tout cas, il fait quasiment jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a une marge de progression ou bien est-ce que finalement il atteint une forme de plafond qui serait celui de peut-être de la gauche urbaine et bourgeoise à laquelle il parle essentiellement? La campagne n'a pas commencé, donc il faut voir comment il se défend. Je pense que l'électorat potentiel de Raphaël Glucksmann est aussi un électorat, c'est ce que je veux dire sur Gabriel Attal, aussi un électorat potentiel de Gabriel Attal. Donc il va falloir mener la guerre de ce côté-là aussi. On dit beaucoup de Raphaël Glucksmann qu'il est opposé à Jean-Luc Mélenchon, à une partie de la... Enfin, il a des concurrences sur sa gauche, il a aussi des concurrences sur sa droite, si je puis dire. Et voilà, après, c'est vrai qu'il a de très bons sondages, mais on a déjà vu des gens crédités de 10,5, 10 ou 11% dans les sondages 2 ans avant l'élection, finir à 1,5, 1,7, 2%. Donc il va falloir qu'il travaille. Pour l'instant, il ne fait pas campagne. Raphaël Glucksmann est totalement absent. Il a réexisté au moment de la guerre en Ukraine parce que c'est vraiment son sujet. Là, il promet, quand on le voit, qu'il écrit un programme totalement révolutionnaire. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais en tout cas un programme important pour la France qui sortira en juin. Donc on verra, on jugera sur pièce. Mais c'est pas... Enfin, je pense qu'il faut insister sur le fait que des bons sondages ne font pas un bon candidat, pas encore. Alors vous l'avez dit, on est encore à 2 ans de l'élection, il est quand même de bon ton de le rappeler. Malgré tout, Dominique Régnier, est-ce qu'on peut s'interroger sur le thème qui pourrait faire la campagne de 2027, avec la multiplication des crises auxquelles on est aujourd'hui confronté? Est-ce que vous, en tant qu'observateur de la vie politique et de la sociologie électorale, vous pouvez nous indiquer un peu, selon vous, quel peut être le thème de cette présidentielle? C'est difficile à dire, mais de toute façon, c'est difficile à dire. Des choses sont évidentes.
Nous sommes maintenant, depuis une trentaine d'années, il faut tailler large, même on pourrait remonter un peu, dans une grande transformation historique. Et donc, c'est une déstabilisation existentielle pour toutes les démocraties. Nous-mêmes, nous les électeurs, nous ne savons plus très bien où nous allons, ni ce qui nous arrive. Plus grave, bien sûr, nos dirigeants non plus, ne le savent pas. Les partis politiques sont très pauvres. Les idées, on en entend, mais voilà, c'est une difficulté, comme il a été dit souvent, parce que c'est une vérité sans âge. Ce ne sont pas les bonnes idées qui manquent, ce sont les femmes et les hommes capables de les réaliser. C'est une grande vérité. Hein. Et que nous avons par ailleurs une sorte de démission des élites politiques ou de démission d'une partie du corps social qui formait la politique autrefois, qui ne le fait plus aujourd'hui. On a un problème de tête, en fait, de tête de peuple. Tout ça, moi, me fait imaginer une présidentielle qui se déroulera sur des grands sujets fondamentaux, la sécurité, la maîtrise des flux financiers, migratoires, la question... La souveraineté. La souveraineté, la question de ce que moi j'appelle le patrimoine immatériel. Qui sommes-nous? Je ne veux pas être trop long, mais on ne croit plus, je vais vite, on ne croit plus en Dieu. Il n'y a plus de patriotisme. Le nationalisme est congédié. La République ne fait bouger vraiment personne en réalité. C'est quoi notre credo? C'est quoi notre drapeau, en fait? C'est très difficile, ça. Et si nous restons dans cette espèce de grande liquéfaction, de morcellisation, enfin une espèce de flottement comme ça, nous avons même la possibilité, on en parle régulièrement, mais c'est intéressant qu'on en parle plus qu'auparavant, quelqu'un surgisse avec des idées un peu bizarres, sur un parcours curieux, et puis peut-être même rafler la mise. C'est la tendance de l'époque, ça, quand même. Hein. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron est lui-même le premier exemplaire. Le produit de ce phénomène-là. Donc c'est très, très ouvert, mais à la fin, ce sera toujours sur les grands sujets fondamentaux, parce que ça, c'est pas négociable. Et dans un contexte que nul ne peut prévoir aujourd'hui, la guerre, une crise financière, vraiment c'est très compliqué. Par contre, ce qu'il faut dire avec certitude, c'est que la prochaine élection présidentielle, on ne connaît pas les acteurs, on ne connaît pas le contexte, et on ne sait pas quels seront les grands agents perturbateurs, mais certainement qu'il y en aura. Alors, est-ce qu'on parlera d'écologie? Ça va être le troisième thème de cette émission. De fait, l'écologie a été un peu moins dans le débat public depuis cet enchaînement de crises, et notamment depuis la dissolution. Et cette semaine, les députés vont se prononcer sur les ZFE, les fameuses restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants dans les plus grandes agglomérations. Et pour les adversaires de ce dispositif, il s'agit d'un système qui est finalement socialement discriminant. On va écouter Alexandre Jardin, qui est le porte-parole des Gueux, qui est une association qui a appelé à manifester dimanche contre les ZFE. Il y a un problème de République. On ne peut pas fabriquer des sous-citoyens. On ne peut pas dire aux gens qui ne peuvent pas changer de véhicule, vous n'aurez pas accès aux villes. En fait, on ne peut pas organiser la ségrégation sociale. Et on ne peut pas non plus dire à ces gens-là, vous pourrez rentrer dans les villes sous autorisation administrative. Célestine Gentilhomme, vous avez écrit plusieurs articles justement sur cette écologie punitive et ce sentiment de relégation sociale qui peut être perçu chez certains électeurs. C'est un vrai danger, ça, qui nous guette? Oui, bien sûr. Déjà, pour revenir sur les ZFE, pour mettre un peu de contexte, les ZFE s'appliquent depuis le 1er janvier. En 2026, c'est-à-dire dans un an, il y aura une verbalisation automatique pour tous ceux qui enfreignent la loi, c'est-à-dire que les ZFE s'appliquent dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, surtout dans les centres-villes. Donc effectivement, c'est ce qu'appelle le délit de pauvreté. C'est un groupe de députés qui a déposé une proposition de loi. D'ailleurs, à l'Assemblée, en ce moment, ils reviennent sur une possible abrogation des ZFE. Mais donc ce délit de pauvreté, c'est-à-dire qu'on est trop pauvre pour acheter le bon véhicule. Et c'est ce qu'explique très bien Alexandre Jardin dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a quand même un risque de fracture géographique, sociale et économique. Parce que, en fait, pour rejoindre les centres-villes, désormais, quand on habite en périphérie ou à la campagne et qu'on n'a pas toujours des transports publics, on fait comment?
et qu'on a une vieille voiture, on fait comment ? Alors certes, il y a des primes, il y a des aides qui sont mises à la disposition de certains ménages, mais c'est encore de la paperasse qu'il faut aller remplir. Donc là-dessus, on accroît quand même ce phénomène. Et ce que dit aussi Alexandre Jardin, j'ai écouté son interview dans Point de vue, il évoque aussi cette question de gilet jaunisation, de risque de gilet jaunisation. Et en fait, on touche encore à une chose, il y a un point commun, c'est à la voiture. Et c'est à la liberté de se mouvoir. Et forcément, ça fait ressortir des inégalités sociales et géographiques qu'on refuse un peu de voir. Et même à gauche, ils disent, notamment sur les ZFE, bah d'accord, on peut pénaliser les personnes qui ont des vieilles voitures, mais il n'y a aucune alternative aux voitures qui est proposée. Il n'y a pas les services publics. Bon, bah, on va dans un vieux village dans les Vosges, on ne va pas trouver un bus qui vient chercher pour aller à l'hôpital où on travaille. Et donc c'est ça le pire. Et on active encore et on appuie sans cesse sur le même bouton sans voir qu'à un moment donné, ça va revenir à la figure comme ça avait été le cas pendant les Gilets jaunes. Dominique Régnier, on est typiquement sur ce qu'on appelle un peu pompeusement un irritant politique qui peut être socialement compliqué à accepter, et cette fameuse écologie punitive, c'est ça les ZFE selon vous ? Ah oui, je ne sais pas si on peut, si ce mot je crois n'existe pas, mais on pourrait même parler d'insurgents. C'est vraiment spectaculaire. Moi je suis estomaqué, parce que très sincèrement, adopter une telle loi, mettre en place un tel dispositif, sans avoir même fait de lien avec la crise des Gilets jaunes, comme vous le rappeliez, c'est exactement le même problème, il va se passer exactement la même chose, d'une manière ou d'une autre. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme on n'est pas tout à fait sûr de produire une catastrophe, on fait en sorte, je vous ai bien écouté, que ça commence à être verbalisé au moment des municipales, l'an prochain, à 1 an de la présidentielle. Comme ça, on est sûr d'avoir une espèce de mesure complète. 2 personnes qui, peut-être, à la différence de la version 1 des Gilets jaunes, ne manifesteront pas, mais par contre, iront voter. Et donc, je suis, moi, vraiment troublé, mais c'est une chose qui m'arrive de plus en plus souvent quand je constate l'attitude de nos législateurs. Je suis troublé par, et de nos gouvernants, cette façon qu'ils ont de faire des lois, des textes à partir de préoccupations qui sont les leurs, je dirais ça comme cela, de grandes causes qui sont les leurs, que les gens ne partagent pas et pas de cette façon-là. Et puis là, on n'a pas le choix, et d'imaginer que cela peut passer sans produire de réaction politique. Moi, je fais le pari que ce ne sera pas tenable, les ZFE. Comme d'ailleurs, la taxe carbone ne l'était pas. Comme d'ailleurs, peut-être, ce qui a été fait au niveau européen. C'est-à-dire que les mesures de type ZFE au niveau européen, ce qui est prévu par le fameux Green Deal, passé par la Commission européenne, puis l'ensemble des institutions européennes, c'est l'interdiction de la voiture thermique à l'horizon 2035 en Europe. Donc là, c'est pareil, ça procède exactement de la même logique. C'est vous êtes trop pauvre pour acheter une voiture électrique ou une voiture qui a des émissions réduites, eh bien, tant pis pour vous. Et puis au passage, ça pose des problèmes économiques et géopolitiques, c'est-à-dire que la Chine prépare une déferlante de voitures électriques de fabrication chinoise sur l'Europe, dont l'industrie automobile a peu de temps, peu de marge pour se retourner et s'adapter à la nouvelle donne. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces mesures dont on débat au niveau français, au niveau européen, le législateur européen a eu les mêmes réflexes, a eu cette même approche qui, en fait, est une approche punitive, puisqu'elle consiste à discriminer, exclure celui qui n'aura pas les moyens en prenant ce type de mesures. Après, on observe que dans le débat politique, il y a quand même un backlash, en bon français. Il y a un retour de bâton sur l'écologie. Moi, ça m'a frappé, la campagne des européennes de 2019, on parlait quasiment que d'écologie. En tout cas, les mesures écologiques étaient au cœur du débat, qu'on soit pour, qu'on soit contre, mais dans le clivage et le score très serré qu'il y a eu entre la liste macroniste et la liste de Jordan Bardella, c'était pour ou contre ce type de mesures. Et d'ailleurs, les 2 listes sont arrivées dans un mouchoir de poche dans le résultat. La campagne des européennes de l'an dernier, il n'y avait plus du tout d'écologie au programme. Les débats politiques qu'on a en ce moment, il n'y a plus du tout d'écologie au programme. Parce qu'il y a toujours une hiérarchie des urgences et que dans un contexte international où en plus
Il n'y a pas vraiment de concurrence à qui sera le plus écolo avec Donald Trump, par exemple. Ce n'est pas vraiment l'agenda du jour. Les inquiétudes causées par la situation internationale mettent en haut de l'agenda des débats qui sont très différents de l'écologie. Et puis, il y a ce déclassement de la France et de l'Europe qui ont voulu être les champions de l'écologie et n'ont pas vu pendant ce temps-là qu'ils s'appauvrissaient en relatif par rapport aux États-Unis, que le consommateur français et européen devenait plus pauvre, que l'industrie française et européenne n'allait pas s'en sortir sur la scène mondiale. Donc il y a ce retour de bâton et cette nouvelle hiérarchie de priorités. Et on voit, le dernier exemple, en effet, c'était les ZFE remises en cause à l'Assemblée nationale par une majorité assez composite et contre l'avis du gouvernement, ce qui illustre bien cette donne politique où le gouvernement n'a une majorité que si une majorité veut bien se dégager à l'Assemblée. Ça ne dépend pas de lui. Alors les écologistes vous répondront qu'il y a 40 000 morts chaque année avec la pollution, liées aux particules fines, à la pollution atmosphérique, et que les phénomènes de réchauffement climatique sont de plus en plus visibles et coûteux aussi pour le budget de l'État. Justement, Richard, vous qui suivez le parti écologiste, est-ce qu'il cherche peut-être une nouvelle doxa, une nouvelle rhétorique autour des sujets écolos pour élargir à nouveau une base qui s'est manifestement réduite avec ce discours très punitif? Si j'étais désobligeant, je dirais que la secrétaire nationale des écologistes était hier sur la place de la République pour lutter contre le fascisme, entre guillemets. Donc elle est loin de ces sujets-là, c'est ça que vous donne, non mais je suis méchant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il donne parfois le sentiment de mettre l'accent davantage sur des sujets qui concernent l'ensemble de la gauche que de mettre l'accent sur des sujets qui les concernent eux en propre comme parti écologiste. Évidemment, ils vont organiser, il y a une conférence de presse demain matin pour cette semaine-là sur les ZFE et la simplification, où ils vont défendre l'idée de la ZFE, bien qu'ils soient pour un certain nombre de modifications pour éviter ce que Alexandre Jardin appelle une ségrégation sociale, dans un terme qui est quand même très, très fort et qui, évidemment, nous invite à nous interroger. Mais effectivement, quand on oppose ça aux écologistes, ça les met très en rogne. C'est-à-dire, ils ne supportent pas l'idée qu'on demande à des écologistes de faire que de l'écologie. Ils disent que, voilà. Et c'est vrai qu'ils font quand même un travail. Après, je pense qu'il y a quand même aussi, par rapport à 2019 et puis il y a quelques années, je pense qu'il y a aussi une espèce de... les sujets sont devenus mainstream. C'est un autre mot qui n'est pas du tout bon français, mais c'est-à-dire que tout le monde, on ne constate pas en France non plus d'énormes mouvements climato-sceptiques. Je pense que tout le monde a compris les enjeux de mort à cause de la pollution de l'air. Voilà, tout le monde s'en indigne. Voilà. Mais par contre, ça ne veut pas dire... Je pense que sur les ZFE, par exemple, et sur tout un tas d'autres sujets comme le ZAN, etc., je pense qu'on se trompe si on pose le débat en défenseur de l'écologie contre climato-sceptiques. Parce que je pense que voilà, le sujet n'est plus tellement là, c'est quelles sont les modalités précises d'une société plus écologique. Et évidemment, quand on se pose la question en ces termes-là, on peut s'interroger sur la ZFE et puis sur la ségrégation sociale qu'elle peut encourager. Mais je ne voudrais pas être... je pense que c'est se tromper que de poser le débat en ces termes, et c'est parfois la tentation du parti. Il y a un sujet sur lequel il y a eu un retournement assez spectaculaire aussi, c'est celui du nucléaire, dont on n'a pas encore parlé. Et il y a un texte qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est censé donner une forme de projection des objectifs énergétiques de la France sur les années à venir, et qui est en débat en ce moment. Le gouvernement a choisi d'agir par décret sur ce texte-là, aux grandes dames des Républicains et du RN. Est-ce que c'est une erreur de leur part, Dominique Régnier, selon vous? Ça dépend de ce qui va être décidé. La méthode du décret, elle peut être particulièrement bienvenue, et notamment dans le domaine des enjeux énergétiques et du nucléaire, parce que ça fait un moment que le nucléaire, qui est une part de notre génie national, de notre puissance, de notre souveraineté, bien malheureusement a été délaissé par des gouvernants franchement irresponsables et coupables devant l'histoire. Et donc tout cela aujourd'hui est en train de réapparaître comme un grand patrimoine à restaurer et à développer. Il était temps, on a failli tout perdre, on n'a pas le temps, mais ces choses-là, si on ne les développe pas, elles disparaissent. On n'a plus personne pour transmettre les connaissances. Déjà, on en a perdu et elles sont ailleurs, mais pas chez nous. Donc c'est extrêmement grave. Donc c'est plutôt pas mal de lancer un grand programme dans ce domaine. On attend quand même toujours les décisions, et puis les modalités de financement, et puis le top départ. On n'a rien encore commencé. On a vraiment, on fait du surplace. Ce sont des chantiers qui prennent des années et des années. C'est une chose qui certainement va coûter beaucoup d'argent, mais que nous laisserons
alors moi je parle ici parce que vous êtes tous très jeunes, que moi je voudrais laisser quand même à vos générations, à celles de mes enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même laisser quelque chose qui a coûté cher mais qui leur apportera plus tard de la ressource, du capital, de l'utilité. C'est une façon d'accomplir au fond ce que nous devons faire. Donc une bonne décision, même si elle est présentée comme coûteuse, c'est quand même beaucoup plus rassurant de faire ça que de mettre chaque année 85 milliards pour financer le déséquilibre du système des retraites. Voilà, donc voilà, il y a là une orientation importante. Et je me permets d'ajouter, en faisant un tout petit retour en arrière, mais c'est parce que c'est le sujet de l'écologie et de l'énergie qui me fait penser. Lorsque les écologistes se réunissent pour défendre l'état de droit, comme ils l'ont fait dimanche, c'est ce qu'ils ont fait, défendre l'état de droit, il faudrait quand même qu'on arrive à leur expliquer que bloquer des chantiers, arracher des plans d'OGM, perturber des débats qui sont destinés à éclairer les citoyens, se coller les mains par terre ou dans les musées ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir avec l'état de droit, que l'état de droit, c'est se présenter à des élections et que si on perd, eh bien on attend le tour prochain pour recommencer. C'est quand même un parti qui a une culture de l'irrespect de la règle, y compris d'ailleurs sur le plan strictement juridique. Le sort de Julien Bayou est une illustration de ce que Marine Tondelier et les écologistes ont comme conception de l'état de droit et de la justice. C'est dit, alors on va passer au coup de cœur et coup de griffe pour cette fin d'émission. Je vous demande donc, comme chaque semaine, une actualité qui vous a marqué positivement ou négativement ces derniers jours. On va commencer avec vous, Célestine, votre coup de cœur de la semaine. Alors mon coup de cœur, c'est une information qui a été révélée par le Figaro dans Nos Indiscrets sur François Hollande qui va assister à la projection des Tuches à l'Élysée. D'accord. Et qui va ensuite commenter le visionnage avec Jean-Paul Rouve, qui est l'acteur, le fameux Jeff Tuche. Et je trouve ça, bon, certains diraient que c'est peut-être ridicule et que c'est pas à la hauteur de la fonction d'un ancien président de la République. Moi, je trouve ça assez malin. En tout cas, il n'y a pas de sous-culture et je trouve ça plutôt... c'est bon signe et de se dire en plus dans une institution comme Sciences Po Paris, ça fait du bien en fait de regarder les Tuches 3 à l'Élysée. Donc voilà, j'y assisterai peut-être. C'est demain soir, je crois. Si vous voilà. voulez, Donc j'ai réservé mon mardi soir pour les Tuches. Rue Saint-Guillaume. D'ailleurs, vous êtes professeur à Sciences Po. Je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller demain soir. Votre coup de griffe. Et mon coup de griffe, c'est la drôle de leçon de Jérôme Cahuzac qui hier, je crois que c'était hier, mais en tout cas ce week-end sur samedi, voilà, merci Richard. Hier soir. Sur LCI qui a dit, grosso modo, l'exemplarité devrait être une obligation pour tous les Français. Et bon, c'est un beau cadeau au RN. C'était le 1er avril. Voilà. Il ne s'est pas fait louper parce que, contexte, il a été condamné pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et surtout, c'était lui qui avait quand même dit les yeux dans les yeux qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Donc, je trouve ça assez... presque comique et c'est un beau cadeau. Il a des ambitions politiques, Jérôme Cahuzac. Oui. Vous l'aviez suivi sur le terrain pour son retour. Exactement, il a purgé sa peine d'inéligibilité. Donc voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, c'était marrant. Dominique Régnier, votre coup de cœur de la semaine. Je n'ai pas eu de grande... Enfin, j'ai une grande idée très simple, mais c'est simplement... ça n'est pas corporatiste, mais c'est simplement un hommage aux chefs d'établissement d'enseignement supérieur et aux universitaires qui sont confrontés à des mouvements inacceptables chez certains étudiants, des minorités, mais des minorités tyranniques qui empêchent les cours, qui bloquent les sites d'études, qui empêchent les étudiants de suivre leurs cours, qui empêchent les étudiants de réussir les parcours pour lesquels leurs familles investissent beaucoup d'argent, et parfois pas pour tous les enfants, mais pour quelques-uns seulement, parce que ce n'est pas possible. Et je trouve que c'est vraiment maintenant inadmissible. Nous avons besoin d'une loi en ce domaine. Voilà, une loi qui serait utile pour donner plus de pouvoir aux chefs d'établissement. Il y a notamment un professeur à Lyon 2 qui a été ciblé. Dans des conditions qui
qui frisait vraiment l'agression. C'est absolument inadmissible. Et ça se répand malgré tout, ça s'installe dans la durée. Non pas que ce soit massif, mais ça dure. Je crois que Richard Flurin, vous vouliez aussi parler de ça dans un de vos... C'était mon coup de griffe. Allez-y. Les étudiants encagoulés qui ont pris à partie la semaine dernière Fabrice Ballanche, je crois que c'est son prénom, et son nom, le professeur de Lyon 2, au cri de raciste, de sioniste. Et c'est vrai que quand on regarde le compte Instagram de cette association qui s'appelle Lyon Autonome, je crois, on est estomaqué. C'est vraiment dans la droite ligne de cette agression. C'est vraiment 30 étudiants encagoulés qui s'en prennent à un professeur qui, d'ailleurs, a été assez digne dans sa réponse. C'est-à-dire qu'il a décidé de quitter calmement la salle. Et aujourd'hui, la direction de l'université lui a demandé de tenir son cours dans une autre antenne de l'université pour des raisons de sécurisation. Et il a décidé de rester dans sa salle habituelle. Voilà. Donc, voilà, c'est... Gros coup de griffe. Alors, on revient à vous, Dominique. On passe à votre coup de griffe. Je voudrais quand même dire que je suis très préoccupé par... je sais que le Figaro s'y intéresse beaucoup, moi-même beaucoup. J'ai publié la 3e note sur la question de la fin de vie. Et je suis très préoccupé par le tour que prend ce débat, par l'évolution... Dans les pays où l'euthanasie et le suicide assisté sont autorisés par l'évolution des choses, nous avons fait cette étude qui est montrée, je vous remercie, Yves-Marie Doublet et Pascal Favre. Pascal Favre est médecin en soins palliatifs, Yves-Marie Doublet est un juriste, qui nous montre que si nous ne faisons pas attention, nous allons vers des dérives qui nous feront littéralement... voir la fin de ce pays. Moi, je le crois vraiment en termes de valeur. Si nous appliquons à la France les règles qui aujourd'hui organisent la fin de vie au Québec, nous aurons 46 000 euthanasies par an. Et le Québec fait partie de ces pays qui évaluent en millions de dollars les économies réalisées grâce à la fin de vie. Et on a maintenant, j'ajoute ça, je ne peux pas être trop long là-dessus, des évolutions absolument effrayantes. Des sondages qui au Canada nous disent, puisque là aussi il y a ces lois qui existent, que pour à peu près 29% des personnes interrogées, il faut prévoir des mesures de fin de vie, euthanasie pour des personnes sans abri. Et que, dernière remarque que je fais sur un développement en cours, aux Pays-Bas, on ouvre maintenant la fin de vie à des couples qui veulent mourir ensemble. J'aurais beaucoup à dire sur cette idée-là. Ça s'ouvre également à des frères et sœurs qui veulent mourir ensemble, même quand ils n'ont aucune pathologie. Et il est prévu, encore une fois, et vraiment c'est la fin, aux Pays-Bas, d'autoriser à partir de 74 ans à demander de ne plus vivre, même si nous n'avons aucune raison médicale de vouloir mourir ou d'être à l'approche de la mort. Donc nous sommes dans une dérive absolument catastrophique. Je sais que le journal en parle beaucoup. Non, je voulais juste noter qu'il y a un documentaire qui a été réalisé par Laurence de Chahat, qui a été diffusé la semaine dernière sur le Figaro TV, et qui sera d'ailleurs diffusé demain soir sur la question de la fin de vie à l'Assemblée nationale. Donc je vous invite à le visionner. Il est toujours en ligne sur le site du Figaro. Richard Flurin, on revient à vous. Sur votre coup de griffe. Mon coup de cœur. Votre coup de cœur, c'est ça. Mon coup de cœur va à Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui revient de très très loin, parce que il est sorti grand brûlé du quinquennat de François Hollande lorsqu'il était Premier ministre, personnalité honnie des Français dans les enquêtes d'opinion. Et aujourd'hui, il revient aux responsabilités à la faveur du gouvernement Bayrou et du Premier ministre, aux Outre-mer, où son action est quasi unanimement, à ce que j'en sais, saluée, aussi bien par des députés communistes que des députés donc des Outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, etc. Et je trouve qu'il donne une certaine conception, là, ces derniers mois, ces dernières semaines, de l'action publique, qui est sans tambour ni trompette, avec des résultats, et je trouve que c'est parfois bénéfique. Et juste simplement sur le coup de griffe et l'affaire de Lyon 2, je voulais très rapidement ajouter que le Trumpisme aux États-Unis est né aussi sur le lit de ces actions qu'on appelle wokistes dans les universités, et donc pour la gauche, être sensible aussi à ce genre d'exactions ou de problématiques peut être salutaire. Il nous reste plus énormément de temps, Louis, on va aller assez vite sur vos deux choix. Le coup de cœur. Coup de cœur pour Kamel Daoud, qui a donné un entretien Salgavo avec les lecteurs du Figaro, et l'entretien est disponible dans le journal et sur lefigaro.fr, où il parle de l'Algérie de son enfance, de ses histoires franco-algériennes très entremêlées, très compliquées, et de lui, son statut par rapport à cette identité qu'on veut lui affubler
et qu'il refuse absolument. Il a cette belle phrase, il dit « Moi, je passe pour l'écrivain algérien. En réalité, je suis écrivain algérien et français, et ce sont 3 professions différentes. » C'est ce qu'il dit. Et donc, tout l'entretien est à l'avenant. C'est beau, c'est nuancé, c'est complexe. Et mon coup de griffe, il est pour rien à voir. Il est pour une proposition de loi qui doit passer à l'Assemblée nationale cette semaine, en vue des élections municipales, qui oblige à la parité, à des listes hommes-femmes, mais dans les communes de moins de 1000 habitants, puisque c'est déjà le cas dans les autres communes. Alors il y a le fond qui est que ça complexifie encore la recherche de candidats dans des communes qui parfois en manquent, c'est-à-dire parfois on cherche le maire, personne ne veut se dévouer pour l'être, mais surtout c'est moins le fond, c'est plus le moment. C'est-à-dire qu'on est en train d'examiner ce texte de loi, le texte de loi qui doit réformer le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille. Bref, au moment où il y a énormément d'urgences internationales et nationales, eh bien, on est en train d'examiner des textes sur la petite tambouille électorale. C'est peut-être pas le sens des priorités qu'il faut avoir en ce moment. Merci Louis Hoszelter. Merci à tous d'avoir participé à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Club Politique. Bonne semaine à tous.